Eh bien, de nouveau en ligne. Merci à toutes et tous, ceux qui nous suivent en ligne aussi. Merci à ceux qui sont présents sur cette table ronde ce matin. On est un petit peu en retard sur l'horaire, mais bon, c'est pas très grave. On a un panel très intéressant ce matin pour parler d'un sujet qui nous touche tous à cœur, qui est le sujet de la souveraineté et de l'autonomie stratégique. Je voudrais commencer par vous donner quelques points de repère sur le débat qui va suivre, expliquer en quoi l'autonomie stratégique et la souveraineté ne sont pas forcément opposés, mais sont des sujets un petit peu différents. D'abord, quand on parle de souveraineté numérique, on parle d'un idéal, on parle de quelque chose qui souvent se rapproche de prérogatives d'un État, et on peut la définir presque comme la capacité à exercer un contrôle absolu. On est dans cette isolation. Évidemment, le coût de ça est assez élevé, puisqu'il faut construire des systèmes qui nous protègent, il faut investir dans l'innovation, il faut être en permanence à la course à l'innovation. À l'opposé de ça, on a l'autonomie stratégique, qui est une approche plus pragmatique et qui consiste à dire, essayons de gérer intelligemment les dépendances auxquelles j'ai à faire face et de pouvoir m'assurer que je suis résilient sur tel ou tel point qui est critique pour mon activité. Et donc là, c'est un peu l'approche européenne. C'est celle qui consiste à favoriser un écosystème, qui consiste à s'assurer qu'on est capable de collaborer. Et on en parlera beaucoup, en particulier demain, de la collaboration et comment Clever Cloud est au centre de ça. Et donc, le débat autour de l'autonomie stratégique, c'est où est-ce qu'on place la limite entre la dépendance maîtrisée et la perte de contrôle. Alors, évidemment, ce sujet, il est extrêmement important ces derniers temps, en particulier au vu du contexte géopolitique qui est en train de se développer. Le développement entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, l'arrivée de nouvelles administrations, les problématiques que ça pose en quelques semaines. Tous les jours, il arrive quelque chose, et tous les jours, le numérique est d'une manière ou d'une autre au cœur de l'actualité, et ces problématiques sont traitées. Deuxièmement, on a évidemment tout un arsenal législatif, réglementaire en Europe qui est encore appelé à évoluer. Certains diront il y a trop de réglementation, d'autres qui disent il faut absolument se protéger, donc on parlera de ça aussi. Les gens qu'on peut pas éviter, dont on peut éviter de parler, ce sont les hyperscalers évidemment, et comment ils interviennent sur nos vies. Et donc faut-il privilégier une approche réglementaire ou bien industrielle? Et puis enfin, on a évidemment, puisqu'on est tous un peu des techniciens et des technologues, on a la problématique de l'innovation et du développement des technologies qui ont un impact économique évident. Et pour ça, on parlera d'infrastructures, de matériel, de composants. On parlera de logiciels, on parlera de cybersécurité. Et donc, on regardera si effectivement on est capable d'avoir des infrastructures souveraines. Ou est-ce qu'on peut se contenter que d'autonomie stratégique dans ce domaine-là? Et donc, pour parler de tout ça, j'ai 4 panélistes distingués. Thomas Jardinet, je vais te laisser peut-être te présenter. Oui, bonjour, donc Thomas Jardinet, je suis architecte SI pour une société de conseil indépendante qui s'appelle Rhapsody Conseil. Depuis quelques temps, un certain nombre d'années, je m'intéresse au sujet de souveraineté et j'ai commis quelques actes comme un livre blanc sur les passes français en septembre. Quelques articles également pour mettre en avant la scène française, et puis également un annuaire de solutions françaises qui s'appelle grenouillemoi.fr pour mettre en avant grenouillemoi.fr, voilà, pour mettre en avant les acteurs français. Fabrice. Bonjour et merci de me proposer de participer à cette table ronde. Fabrice Enoch, je suis responsable de la coordination des projets collaboratifs chez Cyperl. Donc Cyperl, c'est une société qui conçoit un microprocesseur haute performance et basse consommation européen. Donc le but, c'est d'avoir en Europe un fabricant, un concepteur de hardware dédié au calcul haute performance, au data center, qui soit souverain. Donc pour permettre à l'Europe de retrouver un peu de la souveraineté. Voilà, donc avant ça, j'ai pas mal roulé ma bosse dans les activités d'accompagnement des PME et des startups dans le montage de projets, dans le financement de l'innovation. Et j'ai à la base une formation d'ingénieur en matériaux, notamment en fabrication de process, enfin un process de fabrication pour les semi-conducteurs. Donc voilà, chez Cyperl, j'ai un peu les deux composantes qui se rejoignent, à la fois technique et montage de projet.
Et alors, Charles Schulz, parce que Quentin, on va y venir dans 2 secondes, mais bon, je pense que vous commencez à le connaître un petit peu. Enfin, en tout cas, pour ceux qui arrivent juste, on vous le présentera juste après. Charles? Oui, bonjour, Charles Schulz, directeur de la stratégie chez Vates. Vates, c'est un acteur clé en fait de la souveraineté numérique en France. Nous concevons, développons et commercialisons toute une stack de virtualisation et de gestion d'infrastructures. Et puis donc Quentin Adam, qui est mon patron. Alors, ça c'est juste pour, on est à la période des entretiens annuels, donc j'en profite pour faire un petit peu. Première question, messieurs. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui autant de souveraineté numérique? Quels sont les vrais risques auxquels on a à faire face? Et Thomas, lorsqu'on a commencé à préparer cette table ronde, tu m'as parlé de la cantine. Et j'avoue que j'aimerais bien que tu éclaires le public sur la cantine. Je ne vois pas trop le rapport. Oui, donc en fait, c'était une anecdote rigolote, enfin moi, en tout cas, m'avait fait rire. Donc c'était un gros client, grosse entreprise très connue en France, qui avait signé avec un hyperscaler. Donc ils mettaient toutes leurs applications sur les hyperscalers, y compris le menu de la cantine, disponible sur le web, donc derrière un fichier HTML, un fichier plat. Ça m'avait fait rire parce qu'en gros, ils peuvent le faire ailleurs, évidemment. Mais ça m'avait moins fait rire quand je m'étais dit, ils ont signé avec l'hyperscaler qui est encore plus gros qu'eux, donc un fournisseur encore plus gros qu'eux, versus il aurait pu donner ça à Clever Cloud ou à d'autres clouders français. Voilà, versus, du coup, est-ce que c'est pas plus simple, plus sain pour eux d'avoir, selon les diverses applications, divers clouders. Voilà. Et tu me disais, en fait, qui peut le plus, peut le moins dans leur esprit. Oui. Donc, comme ils ont toutes ces fonctions possibles, on va pas se poser la question, on va mettre les choses chez eux. Oui, c'est un peu la logique, c'est aussi la logique du contrat signé, et on s'embête pas. Maintenant, alors, moi, pourquoi j'avais écrit le livre blanc passe, j'avais écrit parce que je trouvais qu'il y avait une certaine dissonance entre mes collègues et confrères, entre oh là là, le cloud français, ça fait pas grand chose, et moi qui voyais le catalogue, je me suis dit tiens, je vais faire un recensement et je vais montrer. Et en fait, non, c'est très complet. Et c'est même pas moi qui vais le dire, ça va être le Gartner et le Forrester qui ont sorti novembre-décembre leur livre blanc passe, on va dire, avec des critères d'exclusion sur le chiffre d'affaires, etc., qui fait qu'on n'a pas beaucoup. Néanmoins, ils ont des critères de complétion. Et quand je compare avec mon petit tableau, c'est pas nécessairement les plus complets. Et en face, il y a tous les hyperscalers ultra connus. Donc voilà, c'était... C'est une forme d'abandon, en fait, de facilité. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec les problématiques qui sont d'autant plus aiguës. C'est ça, ouais. Okay. Charles, il y a eu un événement l'année dernière dont on a beaucoup parlé, qui était le rachat de VMware par Broadcom. Alors peut-être tu peux expliquer ce qu'est VMware, peut-être que tout le monde ne sait pas, et pourquoi c'est important pour vous. Oui, alors VMware, c'est l'acteur majeur de la virtualisation dans le monde. C'est une société qui a été créée quand même il n'y a pas hier. C'est extrêmement innovante et en fait, ce sont eux qui ont donné le là dans la virtualisation. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous rappeler ce que c'est que la virtualisation, mais en gros, ils se sont fait racheter par un autre géant en réalité, c'est une autre boîte américaine qui l'a racheté. Et la chose un petit peu particulière, alors évidemment, des rachats, des fusions de sociétés, ça peut toujours être douloureux, mais là, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ils ont été rachetés, on peut le dire, dans l'optique d'avoir un changement stratégique majeur, à savoir que dans un premier temps, VMware va se focaliser sur ses 600 plus gros clients. Ils ont beaucoup plus que 600 clients, en fait, ils ont des dizaines de milliers de clients de par le monde. Hein. Donc les 600 plus gros clients, ils ont diminué drastiquement leur réseau de revendeurs. Donc ça, c'est déjà une disruption majeure, puisqu'en fait, vous aviez... tout un pataquès de clients et d'entreprises et d'administrations qui étaient chez VMware, qui étaient équipés de leur stack et qui finalement maintenant se retrouvent dans la situation suivante. Les prix, selon les cas, alors nous on a des métriques qu'on a pu collecter en interne, mais selon les cas on va de x5 à x12, mais parfois ça peut être x50.
on a un cas où ça a été jusqu'à x1000. Bon, parce qu'en fait, c'est calculé sur des nouveaux modèles, disons, de facturation. Peu importe. Le véritable... J'invente rien, en fait, hein, c'est ce qui est dit. Le véritable objectif derrière, pour Broadcom, n'est pas du tout un objectif technologique, c'est pas un objectif commercial, c'est tout simplement de dégager de la valeur actionnariale. C'est-à-dire que à terme, VMware disparaît. C'est à peu près ça, si vous voulez. D'ailleurs, ça a déjà commencé depuis un an. Pourquoi c'est vraiment disruptif, au-delà du changement de facturation qui peut faire mal et qui pourrait faire passer nos factures d'énergie pour une petite plaisanterie, c'est qu'en réalité, lorsque vous tenez la virtualisation, vous tenez en fait un maillon essentiel de la structure et de l'architecture informatique d'organisation entière. Et là, vous avez l'acteur majoritaire qui semble être carrément en mode suicide, mais en tout cas, il vous tient. Alors voilà, c'est un vrai sujet, c'est un très haut sujet, au-delà de l'aspect financier. C'est le sujet de l'hôpital de Bruges, il me semble, qui était en cessation de paiement du fait de l'augmentation de ses licences. Donc on avait un centre hospitalier qui ne pouvait plus assurer le traitement des patients, le traitement des dossiers, simplement parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer des licences. Donc on voit bien là la problématique à laquelle je suppose qu'on doit tous être sensibles. Mais alors, nous, l'hôpital, ça nous concerne. On voit bien ce que c'est qu'un hôpital. Imaginez qu'aux États-Unis, alors il y a eu des choses comme ça en France, notamment, je crois, avec Thales, enfin une société du CAC 40, mais imaginez qu'aux États-Unis, AT&T, le géant des télécommunications américaines, donc l'équivalent du Orange américain, est en procès ouvert avec VMware, précisément à cause de ces augmentations de prix. On va dire que ça arrive jamais, ce genre de truc, normalement. Ça vous donne quand même l'ampleur de la disruption, et très franchement, aujourd'hui, si vous me dites, mais quelle est l'actualité de la virtualisation, parce que ça fait des années qu'on entend, vous savez, le cloud c'est génial, il n'y a plus de virtualisation, alors que le cloud implique la virtualisation, moi je vous dirais qu'il y a deux choses. Il y a ce mouvement, j'allais dire, de marée haute, marée basse, d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a l'augmentation significative des attaques cyber à différents degrés de sophistication sur les machines virtuelles. C'est ça ce qui se passe dans la virtualisation aujourd'hui. Et Fabrice, aussi, on parlait des problèmes de processeurs qui sont au cœur de cette problématique. Est-ce que tu veux nous dire un mot de la dépendance qui existe vis-à-vis de ces processeurs et comment on peut s'en sortir ? Alors, il y a une dépendance vis-à-vis des processeurs parce que une infrastructure cloud, c'est basé sur de l'équipement, sur du hardware. Aujourd'hui, la quasi-intégralité des infrastructures européennes repose sur des équipements américains. C'est-à-dire les fournisseurs de processeurs, les fournisseurs de puces, de l'ensemble des infrastructures cloud, que ce soit des data centers, que ce soit pour du HPC, ce sont des Américains. Donc il y a une question de dépendance qui est évidente. Et au-delà de ça, on voit qu'on a besoin en fait de réinternaliser ce genre de compétences si on veut se positionner comme souverain ou comme compétitif au niveau national, au niveau européen. Donc c'est d'autant plus important que on a besoin, pour être souverain sur le cloud, on a besoin de maîtriser l'ensemble de l'infrastructure. C'est-à-dire, ça part du matériel jusqu'au software. Je peux me permettre de reprendre le slogan de Quentin pour dire que le cloud, c'est aussi du software. Mais ça part quand même du matériel. C'est-à-dire qu'on peut avoir un software impeccable et ultra sécurisé. Si on ne maîtrise pas l'équipement, potentiellement, on peut se mettre en danger. Je dirais même, en fait, c'est du matériel et du software qui bossent ensemble. Exactement. L'image que je donne souvent, c'est l'un des succès d'Amazon, c'est une brique qui s'appelle Nitro, qui est un data processing unit, soit une capacité de calcul que vous mettez entre le processeur central et le réseau
ou le stockage. En général, le réseau et le stockage, pour plein de raisons. Qui vous permet globalement d'économiser, de faciliter le management et d'économiser beaucoup de temps de calcul sur le CPU via ça. Nitro, c'est une pièce qu'ils fondent eux-mêmes et pour laquelle ils sont eux. Et ensuite, ils ont construit un processeur qui s'appelle le Graviton, qui est un processeur assez proche en architecture de ce que fait Cyperl. Et c'est pareil, c'est leur processeur. En fait, si Apple, avec ça, a conquis le monde entier, l'iPhone, c'est parce que c'est les mêmes gens qui font le logiciel et le hardware. Et qu'en fait, c'est une intégration parfaite industrielle entre les deux. C'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ça. C'est qu'en fait, on fait de l'industrie. Et en fait, c'est une bonne intégration industrielle. Ce qui est important, c'est ce qu'on est en train de faire en Europe. Quand on parle d'autonomie stratégique, c'est pas la capacité à dire on coupe les ponts avec les États-Unis. C'est la capacité à dire en fait, on est aussi capable de faire ensemble. Et là, en fait, vous avez une brochette de gens, on collabore ensemble pour faire cette fusion logicielle. C'est-à-dire que aujourd'hui, Clever, Vates, Cyperl bossent ensemble pour avoir le logiciel et le matériel qui marchent ensemble et qui fonctionnent. Mais le point, c'est effectivement, il faut du matériel et il faut surtout il faut créer un bon firmware, si vous voulez, pour le hardware qu'on nous fournit. Et si vous y réfléchissez bien, l'operating system n'est jamais que le firmware de la grosse babasse qu'est le serveur, quoi. Et alors, puisque tu as pris la parole, la question qui venait juste après, c'était comment on fait pour y arriver? Parce que quand même, par moment, il y a le problème de vélocité, il y a un problème de coordination, il faudrait qu'on puisse accélérer. Je pense que le problème majeur qu'on a en Europe, c'est cette incapacité à collaborer entre des grandes entités. Juste pour que vous compreniez, Google rapporte le tiers du bénéfice d'Apple. Vous voyez, ces boîtes qu'on présente comme concurrents, vous voyez, Android, l'iPhone, machin, Google génère le tiers du bénéfice d'Apple. C'est énorme, si vous y réfléchissez bien. Aujourd'hui en Europe, le plus gros problème qu'on a, c'est qu'on a des microscopiques entreprises à échelle GAFAM qui se font concurrence sur la potentialité d'un jour peut-être être en concurrence. Je ne vais pas les lister, mais la quasi-totalité des cloud providers de ce continent, quand la réalité opérationnelle de leur vie day-to-day est encore d'installer du VMware et de ne pas savoir comment en sortir, ne veulent pas faire de partenariat avec moi, des fois qu'un jour ils pourraient coder eux-mêmes leur plateforme as a service. Le problème de ça, c'est que pendant qu'on n'a pas les services managés, les databases as a service, les fonctions as a service, le plateforme as a service que fournit Clever au-dessus de leurs infrastructures, les gens vont signer Amazon. Et du coup, on perd ces clients-là qui partent chez les Américains. Le point essentiel de tout, c'est comment on optimise la rapidité. Je vous donne un exemple clair. J'étais en train d'expliquer à Fabrice juste avant qu'on était en train d'avancer dans un partenariat technologique avec son concurrent. Et il me disait, très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que notre intégration technologique avec son concurrent, avant qu'il soit capable de me livrer, va permettre d'accélérer notre partenariat à nous, de l'autre côté. Parce qu'en fait, le seul truc qui est important, c'est le jour où il peut me livrer, est-ce que je vais mettre 8 mois, 9 mois à ramp up ma commande chez lui, ou est-ce que je vais pouvoir la faire direct en dizaines de milliers parce que je sais déjà que ça marche. Et c'est ça la vélocité pour moi qui est importante à travailler. Super, merci. Transition impeccable pour... voilà, alors on a bien compris qu'on est bien ancré, bien dépendant. Maintenant, si on regardait les solutions, on essaie de se mettre en marche. Et Thomas, quand on échangeait, tu me disais, en fait, moi je commence à avoir des signaux dans les entreprises, en particulier dans cette idée de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, les œufs dans le même panier, et de cloud hybride, en fait. Tu peux expliquer ce que tu observes? Alors, ce qu'on observe, alors je rappelle, Rhapsody Conseil, on n'est pas, c'est pas Accenture, on n'est pas à 10 000, hein. Mais ce qu'on observe, c'est déjà un certain nombre de nos clients qui nous approchent de manière un peu très amont sur tout ce qui est contractualisation, pardon, puisqu'on a des consultants en contractualisation. Avec des clouders qui ont Second Cloud ou qui vont avoir Second Cloud. Donc ça, on le voit. On sent qu'ils ont cette envie de dire il y a quand même des données, pour le coup, il ne faudrait vraiment pas que ça aille ailleurs. On le voit. Et ce qu'on voit également, alors on voit de manière générale le multi-cloud, ça fait un certain nombre d'années que chez pas mal de nos clients, ils le font. Donc avoir 2 hyperscalers plus un cloudeur européen, en soi, c'est pas
pas illogique. Ce qu'on a vu aussi, c'est entre autres un de nos clients qui nous a dit « Moi, je veux être souverain parce que c'est mes valeurs », premier point. Deuxième point, parce que c'est un avantage concurrentiel à l'export. Alors ça peut paraître bizarre. Alors pourquoi à l'export? C'est une entreprise qui travaille dans les télécommunications. Mais en fait, c'est le même logique que Dassault quand ils vendent des Rafales. En fait, Dassault, ils vendent des Rafales à des États qui sont contents que c'est un avion franco-français, qui sont contents que la France est un peu plus respectueuse de la souveraineté des pays par rapport à d'autres pays. Et donc, c'est un avantage pour eux, en fait, de dire on est souverain, on maîtrise nos technos, on maîtrise nos bidules, et on vous le propose, et on est dans un cadre réglementaire français et européen. Et donc, voilà, ça fera plus propre pour les clients finaux. Et dans la lignée de cette maîtrise, finalement, ça m'évoque quand même la problématique de l'open source aussi, qui souvent est présentée comme étant une réponse absolue. Alors peut-être que tu peux apporter un peu de couleur à cet anathème. Oui, alors, je pense qu'il faut faire attention sur l'open source. L'open source, c'est fondamental, c'est beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Chez Vates, l'open source, on y croit énormément, mais fondamentalement, vous allez avoir... Est-ce que ces gens-là sont parmi sont les plus gros contributeurs d'un des logiciels cœur de la virtualisation et donc qui fait tourner Amazon. Alors, nous ne faisons pas tourner Amazon, attention, voilà, mais ça serait, je pense qu'il y aurait un problème à Washington, mais effectivement, on est contributeur d'un des projets cœur, effectivement, d'infrastructure, à savoir le projet Xen. L'open source, ça dépend, c'est un peu comme la physique quantique, ça dépend de quel endroit vous vous placez, parce qu'à partir de l'endroit, vous allez voir des choses complètement différentes. L'open source, soit ça vous procure en fait une espèce de strapontin ou de niveau où vous allez pouvoir commencer à jouer et vous mesurer au plus fort, ou alors c'est un business model pur, ou alors c'est un système de valeur, ou alors c'est un système de distribution, ou alors c'est un système de développement et de production industrielle du logiciel. Moi, je pense que, sans vouloir faire ma réponse de Normand, mais c'est tout ça en réalité. Néanmoins, quand on va commencer à parler de maîtrise et de souveraineté, l'open source n'est pas... alors, c'est un élément très important, c'est un facteur très important, parce que la logique de boîte noire, j'allais dire, quand vous faites, soyons très clairs, quand vous faites des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, il la faut. Là, vous êtes dans le physique, vous êtes dans le dur, vous êtes dans le souverain chimiquement pur, on va dire. Lorsque vous êtes comme nous dans le numérique, vous êtes sur une logique de flux. Et donc cette logique de flux va vous amener en réalité à jouer avec des choses qui sont ouvertes, transparentes, beaucoup plus versatiles, beaucoup plus agiles. Mais n'oublions pas quand même que lorsque vous prenez, et on en a parlé, des Google, des Amazon, des Microsoft, disons-le. Mais tous ces gens-là sont des contributeurs majeurs de l'open source. Ils ne font pas de la souveraineté pour nous. C'est-à-dire que, moi je crois qu'il faut revenir... Vous savez, la souveraineté, le concept de souveraineté, c'est fondamentalement un concept qui a été développé en France, à la fin de la Renaissance, par quelqu'un qui s'appelait Jean Bodin. Et Jean Bodin, il avait donc en fait, c'est toujours resté comme ça, des critères très particuliers pour définir ce que c'est qu'une souveraineté, le territoire, etc., la monnaie. Mais il disait que la chose qui était la plus importante, c'était l'humain. Et qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que vous pouvez avoir, et très clairement, c'est ce qu'on a vu, moi c'est ce que j'ai vu pendant des années en France, vous avez des gens qui viennent vous dire « Ah bah c'est bon, on a pris du logiciel libre, c'est formidable, on est quasiment souverain, quoi. » Bah non, parce que si le logiciel libre, dans les faits, il est à 80% développé aux États-Unis, en Suède, en Australie ou en Russie, vous n'êtes pas souverain. Si vous avez vos équipes qui contribuent, là vous êtes souverain. Là vous êtes réellement souverain. Et c'est open source, et c'est tant mieux. Voilà. Alors là, on en vient à un sujet vraiment important, qui est le problème du marché du cloud en Europe, qui est, malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, quand même handicapé par le fait que la plupart des gens intègrent des technologies sans vraiment les maîtriser et n'ont pas cet ADN de développement de l'innovation. Donc comment nous, chez Clever, par exemple, on adresse le problème? Et la question subsidiaire, c'est, oui, mais d'accord, mais vous êtes petit, comment on atteint l'atteinte critique? Comment on fait pour qu'il y ait un Amazon européen qui émerge, un concurrent de poids qui soit
dans un ADN d'innovation et de R&D. Je ne sais pas si ce qu'il faut, c'est un Amazon européen, ou s'il faut, c'est un fournisseur de technologie souverain et prêt à partager la valeur. Et c'est ce que je racontais au démarrage, c'est-à-dire que nous, on se place dans un écosystème, et dans cet écosystème, nous, on partage la valeur. Si vous allez voir les sociétés de services qui ont vendu leurs clients à Amazon, ils vous disent aujourd'hui, Amazon nous a pris nos clients et nous a, si je puis me permettre, bien empaffé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients, c'est parti, ils font du CodeWiz avec Amazon, et en fait, les sociétés de services ont perdu de la valeur. Si on va sur les technologies providers, j'ai pas l'impression que les relations commerciales entre Elastic et Amazon soient super bonnes. J'ai peut-être loupé un... Ah bah Redis aussi, en fait. Ah bah... J'ai un peu l'impression qu'en fait, tous les technologies providers, ils ont des mauvaises relations avec les cloud providers, parce qu'en fait, ils se comportent mal. C'est quand même un point. Donc je pense qu'il y a une autre façon de faire du business où on se comporterait bien. Et je pense que c'est ça le modèle européen. C'est un modèle de collaboration. Vous savez, notre fameux modèle communautaire avec plein d'États et un truc un peu compliqué parfois où on se demande si la patronne de la Commission bosse pour la Commission européenne ou bosse pour les États-Unis. On va couper ça. Non, mais on ne sait pas. Peut-être que Mario Draghi pourrait devenir disponible et faire un bon patron de la Commission. Mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est que en Europe, ce qu'on construise, c'est une volonté de le faire. Aujourd'hui, si on prend une structure comme Clever, ce que nous on dit, c'est qu'il ne faut pas faire qu'une seule chose. En fait, il faut rationaliser les choses et aller vers de l'industrialisation. On a désindustrialisé, on a vu au moment du Covid le drame. Ce qu'on est en train de faire sur le cloud, c'est la même chose. On désindustrialise, on met tout aux États-Unis. Mais quel directeur industriel serait ravi de te dire aujourd'hui, ah, moi, sur ma production d'éléments critiques, bon, j'ai qu'un seul fournisseur. Il me tient par les couilles, s'il ne me livre pas, je suis baisé. Vous imaginez le patron d'industrialisation de Seb qui vous dit, moi, si personne ne me fournit de métal, je fais plus une seule poêle à frire pendant 3 mois. Ce serait dingue. Vous diriez, mais ce mec est un malade. Par contre, tous les DSI de grands groupes sont ravis de vous annoncer qu'ils ont passé un contrat cadre avec Amazon ou Azure ou Google et qui sont only eux. Ce que moi je dis, c'est vous voulez réindustrialiser, voilà comment on fait. Vous diversifiez vos sources d'approvisionnement, 1 source, 2 sources, 3 sources, et vous donnez une part minoritaire mais non négligeable à des acteurs locaux de façon à les faire grossir. Et quand les gens nous disent « oui, mais vous ne pouvez pas prendre du jour au lendemain la totalité du workload BNP sur Amazon », ma réponse est de dire « oui, très certainement, envoyez-nous 5 à 10%. Ce sera déjà très bien. » Et comme ça, on grossit, on apprend, on se connaît et on construit des filières. Et donc pour moi, l'enjeu, il est comment on collabore. Bah voilà, Amazon produit ses gravitons, produit ses commits d'Angzen, produit sa plateforme de facturation, de machin, etc. C'est nous. Et en fait, vous l'avez là. C'est comment on agrège ça. Et après, s'il y a une grande volonté politique, bah, fondamentalement, on peut très bien imaginer fondre tout dans une seule boîte. C'est juste que la fusion va être longue et pénible, alors qu'on arrive déjà à bosser ensemble. Mais pour moi, l'enjeu, il est surtout que la commande privée et publique se réoriente vers nous, là, tout de suite, en générant de l'innovation. La problématique de la commande privée-publique est fondamentale. Parce que, à mon avis, c'est ça. Moi, je refuse de dire qu'en Europe, on n'a pas les moyens humains, qu'on n'a pas l'expertise, qu'on n'a pas les boîtes. Enfin, voilà, vous en voyez de belles aujourd'hui. Mais, véritablement, le sujet, c'est que quand on arrive en face de clients du CAC 40, pour ne pas les nommer, je dis juste que c'est le CAC 40, vous avez un discours qui est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et je pense que ça s'explique par plein de sujets, mais je pense que justement aujourd'hui, un DSI d'une très grosse boîte européenne, je dirais juste qu'elle est européenne par exemple, lui, en réalité, a internalisé 2 choses. Un, c'est un centre de coût, alors qu'en fait, c'est peut-être pas un centre de coût, c'est quelque chose, c'est peut-être un centre de ressources et plutôt de richesse, de création de richesse. Et la deuxième chose, c'est que, de toute façon, pour lui, ses achats sont en réalité en cohérence avec le mouvement massif, le mouvement grégaire finalement. Et ça, je le vois parce que, très franchement, nous qui sommes en plein dans les mouvements de migration hors VMware, alors il y a des gens qui ont vraiment besoin de VMware. Mais c'est une minorité. C'est une minorité. Objectivement, c'est une minorité. Et parfois, on a des gens... tu me parlais d'un hôpital de Bruges. Bon, nous, on a creusé un autre hôpital... très sincèrement,
on leur a demandé, mais pourquoi? Parce que c'était vraiment le truc le plus basique qui soit. Je veux dire, même pour nous, c'est basique. Nous, on ne prétend pas avoir la même couverture fonctionnelle que VMware, mais on y arrive, on commence à y arriver assez bien quand même. Et on leur a dit, mais pourquoi? Pourquoi avez-vous payé? Et les personnes en face de nous n'en avaient aucune idée. Aucune idée. Sont-ils tombés sur un bon commercial? Sans doute. Mais c'est eux qui ont acheté, c'est pas le commercial qui achète. Ça fait écho à ce que tu disais, Thomas, tout à l'heure. Hein. Je voudrais rappeler un fait qui est très important. Est-ce que vous savez quelle était le seul contrepartie au plan Marshall après la guerre? L'ouverture du marché des salles de cinéma français. Vous savez cette expression technologie américaine? C'est là en fait. On nous a convaincus qu'on était des nazes. Mais c'est pas vrai en fait. La plupart des bons ingénieurs de la vallée sont français. Vous avez 300 000 Français dans la vallée. Dans tous les projets d'IA, vous avez des Français. Parce que l'école normale supérieure fournit parmi les meilleurs mathématiciens du monde. La deuxième école mathématique un peu improbable, c'est le Kazakhstan. Vous voyez, on n'est pas du tout sur Washington DC. Hein. On a des gens brillants dans tous les pays. Et le truc, c'est qu'on nous a convaincus qu'on était mauvais. Mais on n'est pas mauvais. On sait faire le boulot. Et je pense que dans l'open source, il y a ça aussi. Je me souviens quand on a lancé Clever, bon, mes associés savaient déjà que c'était cintré, mais au démarrage, je me souviens d'un des juniors chez nous qui, depuis, est devenu un des contributeurs principaux et qui lead une partie des sujets technologiques, qui arrive et qui me dit, tel sujet, j'arrive pas à le contourner, la seule option, ce serait d'aller réécrire le driver dans Linux. Sous-entendu, c'est impossible. J'ai dit, parfait, fais ça. Mais attends, mais j'ai pas le niveau. Comment ça, t'as pas le niveau? Tu sais écrire du C, c'est du C. Vas-y, mon grand. Hein. Je vois pas le sujet. Ils vont prendre tes commits. Hein. Tu règles des problèmes, ils prendront tes commits. Et je pense que c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est qu'en fait, on se contente de dire qu'on n'est pas capable de faire. Mais en fait, on est tout à fait capable. Et c'est valable dans l'open source, dans la maîtrise. Et c'est ça dont tu parlais, c'est la maîtrise dans l'open source. L'open source, souvent, c'est la fameuse histoire de Richard Stallman, free as a speech ou free as a beer. Si vous faites du free as a beer, c'est-à-dire de la bière gratuite, oui, là, vous n'avez aucune maîtrise, et la seule chose que vous faites, c'est détruire votre économie parce que vous n'entrez pas d'argent dedans. Mais free as a speech, c'est ta capacité aussi à prendre toi-même la parole, et donc à faire des commits. Fabrice, je rajoutais juste une chose. Vas-y, vas-y. Donner la parole à Fabrice. Chez Lattès, on vend plus de la moitié, en fait, plus de la moitié de notre chiffre d'affaires est fait aux États-Unis. Et si c'est pas suffisant, parfois, on l'explique à des clients ou des prospects qui sont très surpris. On leur fait la liste de nos clients, gouvernement fédéral, choses comme ça. Et c'est un choc pour eux. Ouais. C'est un choc. Ils n'arrivent pas à y croire. Et du coup, on a quand même compris quelque chose, c'est que pour revenir vendre en Europe, il faut avoir vendu à l'extérieur. Et à ce moment-là, les gens vous prennent. C'est dire le décalage psychologique assez incroyable. Non, je voulais juste revenir sur l'aspect public-privé qu'on abordait juste avant, pour dire que je suis d'accord avec ça et que en fait on a même besoin des pouvoirs publics là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas juste, il faut qu'il y ait une coopération entre public et privé, parce qu'on a aussi besoin que les pouvoirs publics appuient les entreprises, appuient les structures privées qui proposent des innovations, des produits locaux, et face par je ne sais pas quel biais, probablement des régulations, que le choix des produits locaux soit favorisé en fait. On parlait avant de régulation quand on a abordé le RGPD dans la présentation précédente. Ce qu'on voit, c'est qu'une réglementation, elle est efficace quand elle est appliquée. Et je pense que ce qui nous manque et ce qu'il faudrait renforcer, c'est des pouvoirs publics qui font des législations, qui les appliquent pour favoriser le choix des acteurs locaux pour les histoires, pour les infrastructures cloud, et puis aussi qui montrent l'exemple, c'est-à-dire qui s'équipent eux-mêmes avec ce qu'on trouve sur le territoire, parce qu'il y a de quoi faire.
et qu'un corps d'État s'équipe, par exemple, fasse tout l'équipement de son cloud sur des équipements étrangers dont il ne va pas maîtriser du coup la propriété derrière, enfin la propriété des données, ça peut poser question. Voilà. Alors, puisque tu as pris la parole, je vais bien te relancer sur un sujet aussi qui fait froid dans le dos, en fait. Alors moi, parler d'un temps que les moins de 40 ans n'ont pas connu. À mon époque, les processeurs, ils étaient gravés, terminés. On n'y touchait plus. Mais bon, depuis plusieurs dizaines d'années, les processeurs, ils sont gravés. Puis en fait, on peut quand même toucher au code, quoi. Et donc, pour ça, on a mis en place des procédures qui permettent de mettre à jour le microcode. Et on appelle ça finalement des trappes de maintenance. D'autres appellent ça des backdoors. Ouais. Et donc, on est en train de construire une infrastructure qu'on dit souveraine avec du logiciel, avec des réseaux, etc., qui reposent sur des équipements fondamentalement basés sur des processeurs qui ont peut-être certaines failles. Je te laisse développer. Oui, alors on peut trouver toutes sortes de menaces possibles quand on parle de hardware. Il n'y a rien de vraiment officiel. En tout cas, on sait qu'il y a tout un tas de possibilités qui sont assez parlantes quand on les évoque. Quand on parle de backdoor, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter des entrées de données comme des sorties de données. Ça peut concerner un processeur ou n'importe quel autre composant connecté à un système. Mais c'est ce qui est aussi assez terrible en termes d'utilisation, c'est des choses qu'on appelle les kill switch. On a vu ça récemment dans l'actualité, alors sur autre chose que des processeurs. Mais un kill switch, en gros, c'est quelque chose qui est intégré dans la conception du produit et qui permet, quand il est, par exemple, ce serait une antenne, quand elle est exposée à une fréquence donnée, on peut décider que cette fréquence fait en sorte que tout le système s'arrête. Imaginons que ça se soit appliqué à une structure, un système qui gère toutes les données de santé d'un pays. Bah, d'un coup, on peut imaginer en fait toute la menace que ça représente. Je parle de ces choses-là parce qu'on sait que ça peut arriver. On est aujourd'hui dans des périodes d'instabilité commerciale, d'instabilité géopolitique. Donc c'est aussi, ça montre qu'il y a un besoin de maîtriser la chaîne d'approvisionnement, de maîtriser le matériel, parce que on ne sait pas toujours ce qu'il peut y avoir dans les produits qu'on achète quand on se fournit à l'étranger. D'où l'intérêt de développer des processeurs. Voilà. Quentin ? Juste pour que vous réalisiez ce qu'on dit là-dessus. Les processeurs, on a l'impression que les processeurs américains couleront pour toujours en notre direction et qu'on aura toujours le droit de les acheter. Mais souvenez-vous, encore une fois, dans les briques industrielles que fonctionne le cloud computing, qui fait les réseaux sociaux, qui fait l'IA, les Américains ont décidé que les Chinois avaient pu accès aux cartes NVIDIA pour se prémunir d'un Sputnik moment comme ils viennent d'en vivre un avec DeepSeek. Mais il n'y a pas que les Chinois qui n'ont pas le droit. Cette semaine, Donald Trump a interdit aux Suisses de se procurer des cartes NVIDIA. Il y a un embargo sur la Suisse. Enfin, alors, à mi-mot, je pense que ce qui a dû se passer, c'est que des Suisses ont dû vendre des cartes aux Chinois. C'est probablement ça qui s'est passé, mais au-delà de ça, on parle de la Suisse. Enfin, c'est des gens polis quand même. Ce qui est en train de se passer, c'est que quand on dit qu'on désindustrialise, c'est ça l'enjeu. Moi, je passe ma vie dans des cercles de pouvoir où on m'explique que ce que fait Cyperl, ces cons-là ont l'outrecuidance d'oser croire qu'ils vont être capables de faire des processeurs. Alors que la réalité, c'est que le processus industriel en cours chez Cyperl, et que j'espère avoir bientôt l'occasion de pouvoir démontrer sur la chaîne YouTube de Clever, parce que j'en ai marre d'entendre des conneries à ce propos-là, donc on va aller visiter leurs équipes de R&D, est un processus incroyable. Et ils sont en train de récupérer 20 ans de retard sur Intel et AMD en quelques années. C'est très impressionnant ce qui est en train de se produire chez eux. Et s'ils ne le font pas, bah, en fait, on est marron. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et comment est-ce que Cyperl peut continuer à vivre ? Bah, il en faut des commandes. Et qui va commander au début ?
Vous avez l'impression que les premiers à avoir commandé des fusées à Elon Musk, c'était des télécoms satellitaires en Ouganda? Ou en fait c'est le gouvernement américain qui lui a commandé des fusées et il les a toutes fait exploser les unes après les autres jusqu'à ce qu'ils réussissent à en faire fonctionner une? Même si le prochain processeur de Cypher n'est pas aussi rapide qu'on pourrait l'attendre, ce qui n'est pas le cas, hein, pour l'instant les simulations sont excellentes, il faut en commander parce que c'est la seule solution pour qu'on ait une capacité industrielle de production. Tout comme il faut commander de l'IA souveraine à Mistral et à Lucie, parce que c'est la seule possibilité pour qu'on ait un jour une capacité de production. Et je pense que c'est ça le moment où il faut comprendre. Je vous rappelle qu'il y a un mec qui pour une fois joue carte sur table à la Maison Blanche. Obama nous l'a fait à l'envers pendant des années, mais il était poli, donc tout le monde avait l'impression que c'était notre pote. Mais là, on a un mec qui joue carte sur table, voilà. Il vient d'interdire à la Suisse son développement économique. La Suisse, on ne vous parle pas de la Chine, la Suisse. Donc c'était une forme de conclusion, parce qu'on arrive un peu à la fin de notre temps, là. Peut-être, pour commencer, Fabrice, si on devait identifier en une phrase, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer cette prise de conscience et cette transition vers une autonomie stratégique? En une phrase, je ne sais pas, mais ce dont on aurait besoin, c'est d'accélérer au niveau des fonds. Quand je parle de fonds, je parle encore une fois, je parle des pouvoirs publics en Europe. On connaît bien l'Europe chez Cypher parce qu'on est né d'une initiative européenne. On a le soutien de la Commission européenne depuis le début. Et heureusement qu'ils étaient là. On va dire que c'est un peu la conjonction d'avoir été au bon moment, au bon endroit, avec la bonne idée. Mais il y a plein de choses qui se sont mises en place depuis. Il y a le European Chips Act qui a vu le jour en 2023. Ce sont des choses qui vont dans le bon sens, mais peut-être pas assez. Il y a pas mal il y a des publications là-dessus, il y a des écrits qui permettent de voir que il faudrait un peu plus, il faudrait beaucoup plus même, et il faudrait aussi orienter les aides vers les PME, vers les startups, parce qu'on a aujourd'hui des grands groupes qui certes ont toute légitimité eux également à toucher des aides, et c'est tout à fait normal. Ils sont dans le secteur, ils ont besoin aussi de renforcer leurs équipes de R&D sur ces sujets, évidemment. Mais l'innovation et la rupture, elle vient aussi beaucoup des PME et des startups qui, eux, ont besoin de beaucoup de moyens, parce qu'on est sur des thématiques qui demandent beaucoup de R&D, qui demandent beaucoup de ressources, beaucoup de temps de développement. Et donc ça demande beaucoup de moyens. Donc on a besoin d'une accélération là-dessus. Si je vais dire ce que tu ne peux pas dire. Parce que j'ai vécu la même dans le cloud computing. Aujourd'hui, il y a une boîte magnifique en Europe qui s'appelle ST Microélectronique, qui fait des calculateurs industriels. À chaque fois qu'on parle de Cypher devant ST, ST devient tout rouge en disant « Non mais le semi-conducteur, c'est moi. » Les gars, vous faites des calculateurs industriels, ça n'a jamais été votre boulot. Et c'est typique du grand groupe. Moi, je vais vous donner d'autres exemples. Le projet CloudWatt Numergy, vous vous en souvenez? Bon, vous vous en souvenez peut-être pas, mais moi, je vais vous raconter très vite une petite histoire que je vous raconterai plus longtemps ce soir. Un jour, j'ai explosé le CEO de CloudWatt sur scène devant 900 DSI à la Défense, et c'est probablement un hasard statistique. J'ai reçu une mise en notification de contrôle fiscal, contrôle d'URSSAF, contrôle de CIR, de la totalité des boîtes dans lesquelles j'étais actionnaire, la semaine d'après. Hasard statistique, ce n'est pas l'État français qui se venge. Et on sait tous ce qui est sorti de CloudWatt et Numergy. Une énorme perte. Vous voulez vraiment qu'on parle des résultats de NumSpot? Encore un grand projet. Ils ont cramé 30 millions l'an dernier, 20 millions cette année. Ils ont sorti R. Juste pour qu'on soit clair, le système d'exploitation maison et la virtualisation maison de Clever l'an dernier, entre autres tous les projets de R&D, c'est 2 millions et des bananes d'investissement. Ça, c'est faire des choses. Le problème qu'on a en Europe, c'est qu'on ne fait confiance qu'aux grands groupes. Les grands groupes sont incapables, structurellement, de porter les innovations dont on a besoin. Et quand on parle de semi-conducteurs, oui, il faut aider des petites boîtes. Vous êtes combien déjà chez Cypher? On est 200. Petite boîte de 200 personnes déjà. Voilà. Nous, dans le software, nous on est 80, vous êtes 65. On va arriver à 80. Bon, ils arrivent à 80 aussi. Bon, on est sur des structures, et c'est là que sont portées les innovations. Les points qu'il faut retenir et qu'il faut pousser aux décideurs, c'est
aider les petites boîtes innovantes. Arrêtez de nous expliquer qu'on va faire des plans quinquennaux et donner tout l'argent à des gens qui ont déjà du mal à innover au quotidien. Thomas, comment on fait pour que les entreprises avancent et prennent ce problème à bras-le-corps? Alors, on peut faire des tables rondes et parler de voilà, tous les avantages, tous les intérêts. Il faut qu'elles achètent Qu'elles achètent français, entre autres. Des petites boîtes. Des petites boîtes. Après, voilà, moi, je suis architecte ici. Mon travail, c'est optimiser coût, délai, agilité. En fait, coût, en France, on fait moins cher. Délai, ça joue pas trop. Et après, agilité, il y a un certain nombre d'acteurs qui le permettent, en fait. Donc on a clairement des acteurs qui sont concurrentiels, très concurrentiels. Moi, j'ai pu voir des ratios de 5 en faveur de solutions françaises. J'ai pu voir du code déployé en un bouton, voilà, littéralement. Donc en agilité, on est là. Et puis coût, on parle pas beaucoup, on a parlé beaucoup PaaS, cloud, tout ça. Moi, ce que j'ai pu voir, enfin entendre plutôt, c'est ce qu'il pouvait y avoir écrit dans un contrat SaaS, d'un gros SaaS bien connu. Ce n'est plus les greffies, hein. Enfin, c'est plus des frais de sortie qui n'existent pas ou quasiment pas en France. C'est de l'enfermement, littéralement de l'enfermement. Du coup, on a des grosses boîtes qui signent pour 40 ans facilement, avec un acteur qui va augmenter ses prix, qui va peut-être mettre 7% d'inflation par an. L'inflation en France, elle est largement moins de 7%, encore heureux. Donc, en fait, les arguments rationnels, c'est là où on m'attend en tant qu'architecte ici, les arguments rationnels, le centre de gravité se déplace vraiment vers la France, à mes yeux, même si, voilà, j'ai forcément un biais. Mais les faits, moi j'invite les clients à vraiment comparer et à vraiment voir et à vraiment se rendre compte qu'il y a quelque chose à faire. Donc l'hybridation. Et l'hybridation. Et on avance. Voilà. Charles, un mot de conclusion, et puis après il va falloir qu'on arrête pour de vrai, mais pour de vrai. Là c'est quand même un peu compliqué ce que tu me demandes. De s'arrêter? Non, pour un mot de conclusion, non, moi je pense que c'est écoutez, vous savez, l'informatique, c'est pas quelque chose qui a été nécessairement inventé aux États-Unis. Il s'agit pas, vous savez, il s'agit pas de fermer la porte aux gens, ou de dire oui, alors eux ils sont gentils, les autres ils sont méchants. C'est pas ça en fait. Vous savez, on vit dans un monde, il y a des puissances. Chaque pays a une volonté de puissance qui varie, et il n'y a ni amis ni ennemis. Il n'y a que des segments d'intérêt de chaque pays qui rentrent soit en conflit, soit en convergence. Donc c'est ça, il faut le savoir, c'est tout. Quentin, un petit mot ultra rapide, puisqu'il y a des questions dans l'auditoire, peut-être. S'il y en a, on prend des questions. Non? Un courageux? Il faut se lancer, hein. C'est le plus dur. Une question? Ah oui. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'aurais une question par rapport aux réglementations européennes. Est-ce que vous proposeriez une réglementation particulière, un article en particulier à ajouter dans le EU Cloud and AI Development Act qui arrive, qui est présent dans le rapport Draghi, qui pourra finalement emmener à la souveraineté numérique et potentiellement emmener encore plus de business pour Clever Cloud? Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant. Alors, attention, le rapport Draghi n'est pas une réglementation, et il y a quand même beaucoup de vents contraires sur le rapport Draghi. Est-ce que le changement d'administration aux États-Unis peut changer les choses? Peut-être, mais pour le moment, sachez simplement, ceci est un rapport. Ça n'est pas un projet de directive, pas un projet de réglementation, on n'en est pas là. Mais si effectivement, pour répondre très précisément à votre question, il y avait quelque chose à rajouter, je vais vous proposer quelque chose qui fait, je pense, très consensus ici. Quelque chose qui est malgré tout très problématique. C'est de mettre réellement en place un Small Business Act. Je pense qu'à peu près tout le monde sur cette scène sera d'accord. Je vais quand même faire un commentaire. Sachez que quelque chose d'aussi simple à mettre en place, parce que c'est simple à mettre en place, aussi bien à l'échelon national qu'à l'échelon européen. Si ça n'a pas encore été fait, dites-vous que c'est peut-être pour une bonne raison. Et cette bonne raison,
c'est en réalité un deal entre les États-Unis et la zone euro. Oui. Tu veux que je me présente, c'est ça ? Bon, alors bonjour, moi je suis Ludovic Piot de la société Dionix Store Data et ancien Clever Cloud. En fait, par rapport à ce que vous avez dit, évidemment, je suis un militant aussi dans mon giron. Maintenant, on voit bien qu'il y a quand même des forces d'inertie importantes parce que justement, on se considère comme des nuls, etc. Est-ce que vous pouvez juste brosser assez rapidement les différentes entités de lobbying et les différents groupes de parole qui peuvent exister au niveau européen ou au niveau français, qui peuvent venir appuyer cette démarche un peu militante auprès des DSI, auprès de nos clients, etc., de façon à pas être seul à parler dans le désert. Moi je vais répondre pour ce que je connais des groupes de lobbying. J'en connais pas. Je sais que beaucoup de grands groupes font du lobbying auprès de la Commission européenne. Chacun prêche pour sa paroisse et c'est un jeu qui est assez connu. Après, en termes au niveau de l'organisation, il faut savoir que la Commission européenne, c'est une organisation qui est très complexe, mais il peut y avoir une certaine efficacité parce que c'est réparti en plusieurs structures, sous-structures, qui chacune est spécialisée sur un domaine donné. Et par exemple, Cyperl a vu le jour grâce à une initiative de EuroHPC Joint Undertaking. EuroHPC, c'est une initiative de la Commission européenne, donc c'est une structure publique-privée qui a des fonds de la Commission européenne et qui a des fonds privés, et dont le but c'est de développer, maintenir, agrémenter un parc de supercalculateurs en Europe. Et en fait, ça fait du coup toute une communauté d'acteurs dans tous les pays d'Europe qui travaillent autour de ce sujet des supercalculateurs à tous les niveaux. Donc il y a Cyperl qui développe des puces destinées aux supercalculateurs. On a des tas de partenaires académiques, industriels, qui proposent des architectures de processeurs, qui proposent du software, qui proposent des cas d'usage. Enfin, il y a tout un tas de choses. Des startups, des grands groupes qui font partie de ça. Donc, je dirais EuroHPC là joue un rôle en fait d'agglomération de cette communauté et de promotion aussi du coup du supercalculateur européen à l'échelle européenne. Et donc des initiatives comme ça, vous en trouvez plusieurs au niveau européen. Pour toute dernière question ultra rapide. Alors, une question très rapide. Je suis Ismaël de la sphère partie de l'écosystème Clever Cloud également. Je voulais savoir, puisque l'histoire récente de l'Europe, s'est fondée sur des initiatives qui viennent des individus plutôt que des grandes organisations ou même étatiques. Quelle est votre vision, en tout cas tous les quatre, pour que ce sur quoi s'est bâti Clever, sur la communauté de développeurs, puisse être au centre à la fois de l'autonomie, de la souveraineté numérique, et comment on peut capitaliser sur les individus qui font partie de ces écosystèmes plutôt que les organisations pour justement pousser cette révolution digitale européenne. Merci pour vos interventions. En fait, un des vrais sujets, c'est qu'il n'a pas été compris par nos décideurs politiques que c'était un sujet. Et donc, une des meilleures façons de le pousser, c'est tous en tant que citoyens, écrire à ton député européen, et lui dire, en fait, il y a un sujet là, qui est notre capacité à être indépendant sur l'intégralité du secteur digital où on est mauvais. Et ça, tu peux le pousser et directement mailer ton député, etc. Aujourd'hui, si tu prends de façon très brutale, pendant que Trump met 500 milliards dans Stargate et se pose la question de comment l'IA américaine va dominer la révolution industrielle de la prestation intellectuelle, en France, la grande question qu'on se pose, c'est retraite à 64 ans, pas retraite à 64 ans. Et c'est un manque de vision politique parce que ce n'est pas un débat politique. Et je ne dis pas qu'ils ont tort ou raison, je m'en fous, le sujet n'est pas là. C'est que ce n'est pas un débat. Donc comme ce n'est pas un sujet de discussion, ça n'a pas lieu à l'Assemblée, ce n'est pas un sujet de préoccupation et ça n'embraye pas.
Et donc la question, c'est comment tu ramènes ça dans le débat, autrement que c'est les geeks et c'est la matrice, quoi. Merci à tous les quatre. Merci Thomas, Fabrice, Quentin, Charles.